Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les spécialistes du Pyramide FM, les invités qui sont toujours avec nous. Maître Célestin Agbogan, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Je rappelle que Maître Agbogan est le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Notre second invité, Ibrahim Acha. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ibrahim Acha, directeur de la publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Le troisième invité, Ildefonse Akwaki. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Directeur du site d'information La Gazette du Togo, le quatrième invité. Il a attendu, Dieu donne Korolakina, nous l'espérons dans cette émission. Nous allons parler exclusivement des élections législatives du 20 décembre. La campagne électorale a démarré il y a 4 jours, c'est depuis mardi. Ildefonse, vous constatez bien de choses depuis le démarrage de cette campagne-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de 3 mots sur ce que vous constatez? Oui, on serait dans un état normal, et comme d'habitude, lorsque l'on lance les hostilités de la campagne électorale dans un état, qu'on constate qu'effectivement le pays est en ébullition. Surtout que c'est des élections législatives. Mais là, depuis le mardi, dont vous faites allusion tout à l'heure, je n'ai pas remarqué dans la capitale togolaise que la campagne électorale a véritablement commencé. Et je me suis amusé de jouer un tout petit peu aux petits enfants en surfant sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ces réseaux-là que j'ai vu qu'à l'intérieur du pays, il y a eu quelque chose que nous appelons campagne électorale, parce que j'ai vu des affiches, j'ai vu des photos, j'ai même vu des petites vidéos qui ont été faites. Et dans ces vidéos-là, des compatriotes qui crient sur ceux-là qui sont en train de battre campagne, à Dawino, mais des trucs comme ça. Alors, juste pour vous dire que la situation qui règne actuellement au Togo ne favorise pas ce que nous appelons une atmosphère qui permet aux citoyens de législative ou de la présidentielle. Vous voyez l'engouement, vous voyez l'affluence, vous voyez tout ce que nous notons comme ambiance. Ce n'est pas le cas malheureusement pour ces élections à venir. Ibrahim, du moins à l'intérieur, on constate avec les réseaux sociaux, sur certaines antennes, que ce n'est pas la même chose. Il y a des meetings géants qui se font par endroits. J'ai vu des images de Toum, des images de Bafilo, de Tchamba, même quelque part dans les savanes. C'est un peu différent par rapport au Grand Lomé. Oui, il faut dire qu'à l'intérieur, la campagne bat son plein et les candidats rivalisent d'ardeur pour convaincre les électeurs à porter leur choix sur eux. Donc, vous avez cité le cas de Tchamba où il y a des caravanes qui s'organisent, il y a des meetings aussi. Quand vous allez un peu vers Kara, on sent aussi en tout cas une grande mobilisation autour de cette campagne électorale. UNIR mobilise les gens et il y a des caravanes qui s'organisent, il y a des meetings aussi pour faire passer le message de UNIR et surtout la marchandise politique que UNIR voudrait vendre aux populations et de manière à les amener à voter massivement pour eux. Donc à l'intérieur ça va bien, mais à Lomé c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup d'engouement autour de cette campagne, mais on sent des listes indépendantes quand même qui se font voir. Je prends un peu la liste indépendante Bâtir qui a investi les médias et maintenant qui a fait aussi une grande caravane et qui a chuté vers Agoeka Kaveli où ce parti, je veux dire plutôt ce groupe des candidats indépendants a eu à présenter aussi son programme de société et décliner toutes les raisons qui les amènent à aller à ces élections. Je prends un peu le net aussi, qui commence aussi par convaincre les populations à voter pour lui. Donc, ici à Lomé, c'est vrai qu'on aurait voulu qu'il y ait plus de compétitivité
au cours de ce processus électoral, mais ce n'est pas le cas parce que la C14, quoi qu'on dise, a une base assez conséquente ici à Lomé, dans le Grand Lomé, mais comme elle ne participe pas à ces élections, il n'y a pas trop d'engouement, vraiment il n'y a pas trop de ferveur au cours de cette campagne électorale. Ici, je parle du Grand Lomé, donc voilà pourquoi on a constaté que d'une manière ou d'une autre, ça se fait, mais pas encore comme ce fut le cas en 2007 et en 2013, où on a vu vraiment du vrai challenge des gens qui battaient campagne et rivalisaient d'ardeur sur le terrain pour convaincre les électeurs à porter le maximum de choix sur leur candidat. Donc, grosso modo, je dirais que la campagne continue son petit bonhomme de chemin. Ici à Lomé, les gens attendent peut-être aussi le week-end pour faire le maxi, parce que vu aussi le contexte, vu aussi le calendrier, parce que nous sommes aussi dans le mois où il y a les préparatifs des fêtes de fin d'année, les gens sont plus ont focalisé leur attention sur les fêtes de fin d'année, donc chacun se cherche de sorte que le jour du 25 décembre ou du 1er janvier, que la joie et la gaieté puissent être dans leur foyer. Maître Agbougan, souvent au niveau de la Ligue, vous faites ce qu'on appelle de l'observation électorale. Cette année, on ne vous sent pas, du moins si je peux me tromper. Est-ce que la Ligue est véritablement dans le processus? Vous savez, Honoré, la Ligue togolaise des droits de l'homme, une association si sérieuse, c'est-à-dire la toute première organisation, l'association de défense des droits de l'homme, qui a été créée dans ce pays. Observer, faire son temps pour observer cette communauté qui se passe. Bon, mais en tant qu'humain, en tant que citoyen, lorsque je passe dans la rue, j'observe, mais je ne vois rien de sérieux qui se passe. Comme la campagne électorale depuis 1991, depuis 1990, on est rentré dans ce mouvement de démocratisation de notre pays, et depuis 1994, où on a commencé effectivement par organiser dans ce pays des élections contradictoires, des élections sérieuses, même si toujours il y a eu des fraudes qui l'ont émaillé. Mais cette fois-ci, on sent que même ceux qui participent, ils n'ont pas cet engouement-là, ils n'ont pas cette détermination, parce que pour les uns, il s'agit seulement ils sont convaincus que c'est une façade, il suffit seulement d'asseoir ce qu'ils ont déjà prévu et de le communiquer à la population. Et pour les autres, bon, ils essaient de tenter leur chance, sachant que, bon, ils n'ont aucune réelle assise sur le terrain. Donc, vous voyez quelques affiches par-ci, par-là, et moi je n'ai observé du toit de puisque je ne suis pas vraiment allé à l'intérieur au fond, mais j'ai vu quelques vidéos où même à Kara, les populations ont hué une caravane de unis qui passait, tout ça là, vous voyez déjà ce que ça signifie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même comment on l'appelle, un mécontentement généralisé. Et les gens sont quelque peu révoltés contre cette pagaille-là. C'est ça le mot, c'est une pagaille qui est en train d'être organisée. Donc, ce n'est pas ça. Vous vous rendez compte. Et tout à l'heure, Ibrahim a parlé de fait. Je me demande si les Togolais, parce que moi j'ai interrogé des gens, en fait, j'ai entendu des gens dire que si on organise une élection le 20 décembre, ça veut dire qu'il n'y aura pas Noël, il n'y aura pas fête de fin d'année. Surtout l'ambiance électrique qui se dégage dans ce pays-là, où au moment où on est en campagne, il y a des manifestations qui sont contraires ou contradictoires aux manifestations relatives à ces campagnes électorales-là. Donc vous convenez avec nous que ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut organiser une élection, les campagnes, depuis un certain moment, vous allez constater que lorsqu'on fait une campagne électorale dans ce pays, c'est comme une fête. On a vu, pour les dernières élections, il y a une caravane de l'opposition qui passait, une caravane de UNIR,
Les gens, bon, vous ne saurez même pas que c'était au moment où les gens s'affrontaient. C'est-à-dire qu'il y avait, les gens se sont embrassés, les gens se sont échangés des salutations de loin, et l'ambiance a continué, il n'y a pas eu d'affrontement. Mais aujourd'hui, là, est-ce que tout homme, tout Togolais conscient peut nous dire que nous sommes en train de faire quelque chose pour sortir ce pays de cette crise-là? Parce que là, l'élection qui est en train d'être organisée, je vous dis que si cette élection tient le 20 décembre, c'est que la crise sera multipliée par 5, par 10. Parce qu'on va s'enfoncer davantage dans une crise interminable. Ce qui veut dire que ceux qui sont là et qui organisent de manière illégale et de manière illégitime cette élection-là, parce que la CENI là, ce que vous appelez la CENI, elle est illégale, elle est illégitime. Cette CENI, quoi qu'on dise, c'est elle qui, pour le moment, dirige l'opération. Oui, c'est elle. C'est M. Kodona et une bande qui sont constitués pas conformément au code électoral. Donc, ce qui veut dire que si ça continue comme ça veut dire que, bon, les gens ne veulent pas que cette crise va prendre fin. Il défonce une particularité, les campagnes, du moins les candidats à travers les sorties, utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux que par exemple ce qu'on connaît traditionnellement, les meetings. Certains jusque-là ne se retrouvent que sur les réseaux sociaux et d'une manière ou d'une autre cherchent à quand même atteindre le résultat électoral. Je vais vous répondre et permettez-moi de rebondir sur ce que Maître Abouba vient de dire. Et je crois qu'il a trouvé l'expression qu'il faut que c'est une bagaille. Et moi j'ajoute organisée et bien entretenue par ceux qui nous représentent. Parce que si c'est que vous n'étiez pas à ma place et que j'étais l'animateur de cette émission, je vous posais la question, vous savez le nombre de Togolais qui iront voter le 20 décembre. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais comment on ne peut pas le savoir? Comment on peut demander à une population d'aller aux élections et qu'on ne puisse pas avoir le nombre d'électeurs? Ça a été présenté la dernière fois. Et moi, je vous dis qu'on ne peut pas savoir, c'est qu'il peut y avoir des absences. Non, c'est juste pour vous dire qu'au même moment où on convoque le corps électoral qui, au début, n'avait pas existé, et par une alchimie, on a sorti un nombre de 3 millions et quelques, au même moment, on convoque ce corps électoral et on donne un chiffre. On demande aux gens d'aller faire des réclamations, c'est-à-dire des gens qui, entre-temps, se sont présentés mais qui n'ont pas vu leur nom sur la liste provisoire. On leur demande d'aller au contentieux. Comment vous pouvez expliquer ça si ce n'est pas une pagaille organisée? C'est comme ça se fait toujours au Togo. Pourquoi on s'empresse? C'est d'ailleurs pour cela que je vous pose la question de savoir, vous connaissez le nombre de Togolais réels qui iront voter le 20? Est-ce que la loi demande, au regard de la loi électorale, est-ce que cette loi la demande qu'on convoque le corps électoral? Au même moment où la convocation est faite, qu'on continue par faire des réclamations, qu'on ouvre le contentieux, c'est comme ça ça se fait. Pour une élection digne de ce nom, moi je suis désolé, mais vous parlez de réseaux sociaux. On ne peut que s'adonner aux réseaux sociaux parce que les gens ne veulent pas s'afficher. Mais pourquoi? Vous avez touché du doigt une réalité. À Lomé, combien de personnes savent qu'on est en campagne électorale? Dites-moi, je suis journaliste, j'ai circulé un peu dans le monde. Les gens se cachent derrière les réseaux sociaux. Parce qu'on sait réellement ce qui se passe à Lomé. On sait. Mais, excusez-moi, Maître Abouba dit quelque chose de très important tout à l'heure. Je reviens là-dessus. Vous pensez qu'en allant aux élections le 20 décembre, cette crise-là connaîtra un bon dénouement? On va revenir tout à l'heure avec les enjeux de ce scrutin. Ibrahim Macha, les réseaux sociaux, je crois, même si cela existait avant, aujourd'hui avec WhatsApp et consorts, ça s'est renforcé. C'est un atout pour les candidats. Bien sûr, c'est un atout. Nous sommes à l'ère du numérique, surtout que les réseaux sociaux sont aussi des éléments assez sérieux en matière de communication, de propagation d'informations et surtout de communication de masse. Les gens les utilisent avec raisonnable. Si vous êtes dans le business, vous savez que vous pouvez partir repartir dans
misant beaucoup sur les réseaux sociaux. Il en est de même pour d'autres secteurs. Nous-mêmes, au niveau des médias, vous voyez que nous avons les médias en ligne qui ont fait leur apparition et ça fait que la communication, je veux parler, la presse en général a connu un bouleversement avec l'arrivée de ces médias en ligne. Donc le numérique s'impose à nous et nous devons retirer le maximum de profit avec ce numérique. Donc c'est ce qui explique davantage le projet de société, le programme de société des différents candidats qu'on balance en fusion sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Sur les plateformes de WhatsApp, vous allez voir certains candidats même qui sont omniprésents, ils répondent aux questions, ils sont là pour discuter avec d'éventuels internautes. Et donc tout ceci, c'est parce que les gens s'adaptent à l'évolution du monde et à l'évolution de la technologie. C'est un manque à gagner pour la presse traditionnelle? Non, pas un manque à gagner. Quoi qu'on dise, ces réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer la presse traditionnelle. La presse traditionnelle, c'est des professionnels de la communication, des gens qui travaillent avec des outils bien connus et qui travaillent avec les fondamentaux de la presse, vous comprenez. Donc il y a un travail sérieux qui se fait et l'écriture journalistique est carrément différente de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc, je voulais rebondir sur un petit problème par rapport à une déclaration faite par mon cher ami Idenko qui disait que ces élections s'apparentent à une pagaille. Organisée. Et il a ajouté encore organisé. Mais étant donné que moi j'ai des égards pour l'institution de la République, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain, aller jusqu'à parler, dire que les institutions de la République et l'État togolais organisent une pagaille. Donc je voulais tout simplement dire qu'il y a eu des recommandations par rapport à la feuille de route, des recommandations de la CEDEAO qui demandaient à ce que le Togo aille à des élections législatives le 20 décembre prochain. Parce que c'est ce que le gouvernement est en train de faire et c'est ce que le gouvernement togolais s'emploie à faire de manière à ce qu'il respecte cet esprit même de cette feuille de route. Donc c'était la prévision qu'il y avait à faire. Il n'y a pas de pagaille qu'on organise, mais il y a des élections qui s'organisent au Togo. Maître avocat, au-delà des réactions que nous connaissons de l'acteur qui passe ici, on a eu à écouter des acteurs cette semaine sur les médias internationaux, notamment sur RFI. Vous avez écouté Madame Marco et après je vais voir une analyse en fait de ces réactions, surtout si ce n'est pas entre nous. Oui, je crois que chacun a eu besoin de penser, chaque parti a eu besoin de penser. Et si on en est arrivé là, c'est parce que la mauvaise foi que nous avons toujours connue dans ce pays a continué par faire son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, malgré que l'opinion internationale, à travers la CEDEAO, soit impliquée dans la résolution de cette crise-là, malgré cela, nos autorités ont continué par afficher leur mauvaise foi. Et c'est pour ça, c'est là, à ce point, à ce niveau-là, qu'il faut déceler la pagaille. C'est vrai que mon ami Ibrahim n'est pas d'accord avec moi, mais je vais le convaincre. Monsieur Ibrahim, la CEDEAO a dit qu'il faut organiser les législatives le 20 décembre. La CEDEAO a ajouté qu'il faut l'organiser ensemble de manière consensuelle, de manière concertée, inclusive. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que c'est une seule partie qui organise les élections. C'est d'abord ça la pagaille. Ensuite, on a dit, avant les élections, il faut organiser, il faut faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles. On a donné une date pour ça aussi. Aujourd'hui, la date est dépassée. Personne n'a fait de réforme. Là, maintenant, je vais voir là, vous direz que c'est l'opposition qui a de la position parlementaire qui n'a pas voulu que le parlementaire ni à tenter à plusieurs reprises et ça n'a pas marché. donc ça veut dire que le pouvoir est faible et que l'opposition est au-dessus. C'est-à-dire qu'on dit chez nous
hein, quand ta épouse est plus belle que toi, il faut accepter. Hein, ça dit qu'il faut, tu dois du respect vraiment. Parce que là, lorsque on ne respecte pas la feuille de route, c'est clair que la feuille de route de la CEDEAO n'a pas été respectée. Parce que lorsque la CEDEAO dit que par rapport aux réformes, c'est parce que nous, au Togo, nous ne sommes pas arrivés à nous entendre. Qu'on a fait venir un expert. L'expert a fait une proposition. La commission a revu la proposition. C'est comme vous savez, au tribunal. Parce que là, il y a un arbitre. Le juge, c'est la CEDEAO. Lorsque le juge sait que dans une matière, il ne peut pas trancher, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette formation, il fait recours à un expert. L'expert produit son rapport. Le juge rend une décision en tenant compte de ce que l'expert a produit. Il n'est pas obligé d'homologuer totalement ce que l'expert a dit, mais il peut le modifier. Et ce qu'il donne, c'est ça la décision. Tout le monde doit respecter. C'est ce qui se passe dans ce cas-là. La commission de la CEDEAO a revu et amélioré le rapport. On a envoyé des gens pas dilatoires et pas mauvaise foi ont introduit autre chose. Aujourd'hui, comment on peut dire que c'est l'opposition qui a fait? L'opposition a accepté tout ce que la feuille de route, elle a accepté. Elle a accepté le rapport de l'expert. La CEDEAO est toujours là, ne dit rien, ça veut dire que ça va bien. Non, vous là, selon vous, ça veut dire quelqu'un qui est honnête, qui est doué d'un bon sens, est-ce que ça là, ça veut dire que ça va? La CEDEAO, en tant que, on nous dit que bon, à partir du moment où la conférence des chefs d'État ne dit pas qu'il faut changer la date, la conférence des chefs d'État ne se réunit pas avant le 20 décembre. C'est ça le problème. Sauf si on convoque une réunion extraordinaire de la conférence des chefs d'État. La conférence des chefs d'État se réunit le 22. Si la conférence des chefs d'État doit dire quelque chose, ce sera le 22 ou après le 22. Voilà, on va pas dire que moi le 22, les choses bien se prononcer. Donc, quand ça se passe comme ça, je crois que on n'a pas à réfléchir de midi à 14 heures pour savoir que c'est une bataille. Non, je vais ajouter un truc. Il n'y a pas ça côté. Alors, je crois que c'est Maître Aboutan qui a parlé de pagaille. On va évoluer. Non, il y a pas que le mot pagaille. Non, nous allons. On va avancer. Non, il faut que. Vous l'avez déjà dit. On avance. Oui, il faut que nos auditeurs nous comprennent. Moi, j'ai ajouté bien organisé. Bien organisé. Lorsque vous vous fiez à la loi électorale, en son article 12, qui demande que la CENI soit composée de 17 membres. Posez-vous la question de savoir si ceux qui sont en train de faire cette pagaille sont en train d'organiser ça à la son au nombre de 17. Jamais. Lorsque vous prenez l'article 14 du Code électoral, qui demande à ce qu'après la nomination par l'Assemblée nationale, que les membres, leur nom, sortent dans le journal officiel en procédure d'urgence. Est-ce que vous avez vu leur nom sortir dans le journal officiel? Lorsque l'article 19 du même code électoral en vigueur au Togo demande à ce que, après un an, ceux qui ont fait cette histoire-là, lorsqu'il y a élection de nouveaux membres de mission, on a vu des gens démissionnés, et pourtant, ils siègent encore à la CENI. Ça, c'est pas une pagaille, ça? Ça, c'est au regard de la loi électorale. Non, ça, c'est au regard de la loi électorale. Au regard maintenant du relevé de conclusion qui demande à ce que la CENI soit inclusive et paritaire. Est-ce que nous avons l'inclusivité et la parité là-bas? Mais pourquoi ne voulons-nous pas qu'on dise que c'est une travail? Maintenant, par rapport au scrutin même, vous avez vu des églises dont les premiers responsables sont montés au créneau. Je parle de la conférence épiscopale du Togo, qui dit que le processus électoral est unilatéral et qui interpelle les autorités togolaises à arrêter, mieux à reporter les élections. La conférence épiscopale a été suivie des églises méthodistes et évangéliques qui ont demandé également la même chose. Aujourd'hui, je suis heureux que les cadres musulmans aussi, à travers un creuset, ont parlé et ont dit mais ce qui nous attend là, si nous maintenons les élections sur le 20 décembre, ce sera la catastrophe. Mais regardez les conditions dans lesquelles ces élections-là sont organisées. Mais il n'y a pas d'autre mot que de qualifier cette élection-là de pagaille bien organisée. Il y a pour ça parti. Dans un processus électoral,
le ministre Ouattara a dit. Quelques peuvent d'accord, d'autres non. C'est la démocratie. Donc, d'autres peuvent participer, d'autres non. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Je ne voudrais pas qu'on interprète comme une insulte. Lorsque je fais le tour de tout ce que M. Bawara raconte, je le qualifie d'un abonné. Parce qu'il a parlé de train qui était parti, on l'a recadré, il est revenu, il a dit, il a même martelé que M. Romaro de l'UFC doit être maintenu parce que la feuille de route, et nulle part dans la feuille de route, on n'a pas dit qu'il doit partir. Mais des gens là, vous les qualifiez d'autorité. Or, une autorité ne vaut que par sa parole. Jusqu'à preuve du contraire, le ministre de la fonction publique. Mais non, le ministre, je voudrais qu'il soit une personne vertueuse, un bon exemple. Mais quand il devient un abonné au vulgaire, je suis désolé. Ibrahim Atta, dans cette campagne électorale, on constate que la C14, qui ne frappe pas, organise également un programme, il y a un programme qui est en train de dérouler. Le ministre de l'administration territoriale a interdit dans le programme qui est déroulé. La caravane qui a démarré hier a été d'une manière ou d'une autre empêchée. Mais aujourd'hui, les responsables de la C14 étaient en prière. Et ils me demandent, on a entendu à quoi il y a tout ça. Quand ça fait des jours, au moins la prière, le week-end, ça. Il faut dire que ce qui se passe actuellement dans le pays, disons honnête, ça ne contente personne. Parce que nous sommes arrivés dans une situation de tension très patente, de tension, je dirais, électrique, parce qu'il suffit seulement de faire un geste de dos pour vraiment de la situation parce que ça serait regrettable pour nous. Nous en sommes conscients et c'est pour cela que nous avons été de ceux qui avaient très tôt demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion, beaucoup plus de consensus pour les sujets d'intérêt commun dans le pays. Et quand il s'est agi de la semi-paritaire, nous n'avons pas marché de nous, on dit qu'il faut mettre en place la semi-paritaire. Et le principe aujourd'hui est accepté. Et vous allez voir que le représentant du GST a été sommé d'idée à ces niveaux. Je pense que le principe est accepté, mais seulement ce qui pourrait arriver, si elle dit aux côtés de l'autre camp, ne sont pas respectés seulement. Et ça, c'est démocratique. Parce que c'est eux qui ont refusé d'aller prêter serment à la différentes fonctions au niveau de la CENI. Donc ça, nous ne pouvons pas juger leur acte, mais nous pouvons prendre acte de ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Donc, quand on me dit que c'est une bataille qui s'organise, on va avancer cette fois-ci avec ce je suis un peu gêné par le fait qu'on dise que c'est une pagaille. Selon vous, ce n'est pas une pagaille. Ce n'est pas une pagaille. On avance. C'est un processus qui est en train d'être déroulé. Par une institution de la République. Par une institution de la République. On avance. Parce que Qui est-il les lois? Ah, qui est-il les lois? Allègrement. Ce qui se passe, Ibrahim, c'est Ibrahim qui a la parole. Nous voulons beaucoup de consensus autour de ça. Nous voulons beaucoup plus de consensus autour de cette élection. Nous aurons voulu qu'il y ait beaucoup plus de candidats. Et tout ça là, ça devrait amener à une compétition assez libre et serrée et amener aussi à choisir des hommes de qualité pour pouvoir siéger au Parlement. Parce que j'ai toujours dit ici qu'il ne s'agit pas de faire le remplissage à l'Assemblée nationale, mais il s'agit d'amener des gens compétents, des gens qui ont une certaine expertise, qui ont un certain bagage pour nous voter des lois utiles, des lois qui puissent consacrer notre démocratie et des lois qui puissent amener au bon vivre ensemble dans le pays. Donc c'est ce qu'on aurait voulu. Mais quand les gens ont boycotté, je vais revenir au boycott maintenant de la C14, les gens ont boycotté, ils ont dit, ils estimaient que le processus ne se déroule pas comme ils l'auraient voulu, donc ils se retirent. Donc ils n'étaient même pas engagés, donc ils ne vont pas participer à ces élections. Mais quand on ne participe pas à un processus, on a le cadre de ce processus, vous comprenez. Mais quand vous cherchez à empêcher ce processus, vous rentrez en conflit avec ce qui se fait.
Et là, la loi aussi est là pour pouvoir recadrer tout ce qui entre en contradiction avec le processus normal dans un pays. Vous comprenez? Donc c'est ce qui a amené le ministre de l'administration territoriale à dire que la campagne a commencé, on ne pouvait pas accepter qu'il y ait des manifestations contre campagne pour perturber le processus électoral. Étant donné que les gens ont refusé de ne pas aller aux élections, le boycott, c'est volontaire, c'est démocratique, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller à une élection. Donc là, si la personne ne veut pas aller, au moins que la personne laisse au moins le processus se dérouler. Vous comprenez? C'est l'appréciation, c'est l'explication que le ministre a donnée. Bon, par rapport à la prière, je ne vois pas encore la prière de rendre les élections. Mais c'est la prière, on prie pour le Togo, on ne prie pas pour que les candidats qui se sont déclarés à y trépasser. Je ne pense pas que ce soit l'idée lorsque les gens sont allés à la mosquée. Et étant de confession musulmane, je sais que dans nos mosquées, nos prières sont toujours des prières adressées à Allah pour la bénédiction. Nos prières sont toujours adressées à Allah pour que le Togo se porte mieux. Mais il n'y a pas une intention funeste dans nos invocations. Que ceux qui oppriment ne continuent pas à opprimer. Non, ce n'est pas une mauvaise lecture de nos prières au niveau des mosquées. Je t'ai dit que les musulmans, surtout l'islam togolais, est un islam tolérant. C'est un islam pacifique, c'est un islam qui prône le vivre ensemble. D'ailleurs, c'est pour cela que vous n'allez pas voir. En général, toujours tolérant. Non, il y a des salafistes. On n'a pas fait des salafistes. On n'a pas dit de prière. Ça s'est bien déroulé. Les gens sont allés prier, ils veulent prier pour que le Togo se porte mieux. Ça ne bouscule pas le processus électoral, à mon avis. Donc on peut les laisser. On va prier. Maître Agoga, hier on a vu encore des scènes. Au moment où c'était en campagne, d'autres des caravanes qui ont été gazées, quelque part vers d'abord vers Sotel, non loin de l'ambassade du Nigeria, et après ça a continué jusqu'au niveau du siège du parti municipal. Pourtant, le ministre a été clair que les manifestations ont été interdites. Est-ce qu'il fallait continuer? Oui, pas défier l'autorité. Je ne sais pas quelle disposition, de quelle loi permet au ministre d'interdire par avance une manifestation, même en pleine campagne électorale. L'expression de... Il a parlé de l'article 16. Lisez l'article 16, on va voir. Pourquoi pas que les gens interprètent les textes de telle manière et laissent de côté ce qui ne les arrange pas. Lorsque l'expression démocratique veut dire que lorsque les gens font des choses, d'autres qui ne sont pas d'accord manifestent pacifiquement, sans heurts, sans affrontement. Le ministre dit que est-ce que hier la C14 veut empêcher? Est-ce que hier la C14 veut manifester pour montrer ou pour demander à ce que les élections soient reportées ou soient suspendues, le processus électoral soit suspendu? Est-ce que la C14, comment empêcher? Est-ce que la C14 est allée à la CENI, attaquer des gens là-bas, n'organiser pas les élections? Est-ce que la C14 est allée là-haut dans voter pour dire ne faites pas ceci, ne faites pas? Est-ce que la C14 est allée attaquer quelqu'un pour dire que ne faites pas de campagne? Mais la C14 a fait une caravane. On pouvait l'encadrer, laisser partir. Et si des gens dans ce groupe-là viennent attaquer d'autres ou attaquer les biens meubles, les immeubles, tout ça, les biens publics, en ce moment on comprendrait. Ça veut dire que des gens ont peur. Des gens. De quoi? Le pouvoir a peur de l'opposition. Sinon, soyez sérieux. Lorsqu'on organise des élections dans ce pays, on a dit on doit organiser ensemble. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il n'y a pas d'enjeu. Et tous ceux qui participent, indépendants ou d'autres partis politiques, ils ont reconnu qu'il n'y a pas d'enjeu. Que nous savons que le jeu n'est pas clair, mais nous y allons. C'est ça qu'il s'agit. Lorsque on dit qu'il y a des autorités qui organisent des choses et que ces choses doivent, parce que c'est des autorités qui organisent, donc c'est sérieux. Je dis non. Parce que les autorités qui organisent les élections là, ce sont des autorités illégales et illégitimes. Aujourd'hui, c'est vrai. On va avancer dans le débat. Oui, de la CENI, c'est vrai. Oui, on avance. C'est vrai que la C14, les membres de la C14 n'ont pas siégé, ils n'ont pas prêté serment
pour siéger à la CENI. Ils vont parler pour siéger à la CENI. Ça veut dire que, à partir du moment où la CENI n'a jamais atteint le chiffre 17, les membres de la CENI n'ont jamais atteint. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une CENI constituée. Donc, lorsqu'il y a une autorité illégitime et illégale, les gens peuvent manifester contre les actes de ces autorités-là. Maintenant, quand on parle de la loi, vous-même, vous êtes là, en violation de la loi, et vous évoquez la loi parce que vous avez la force. Mais si ça se passe comme ça, le débat du Togo, oui, si ça se passe comme ça, le débat du Togo est intervenu hier. Hier au Parlement de la CEDEAO, vous avez suivi un peu tout ce qui avait été dit. Oui. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la suite du processus? Non, il faut que, de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, ça nous rappelle la veille de 2005. C'est comme ça tout le monde, toute la société, du moins la représentation, toutes les composantes de cette société, du moins ceux qui incarnent la société togolaise, se sont levés pour dire, ça là, ce que vous organisez là, si vous persistez, ça va causer beaucoup de dégâts. Même celui qui organise l'élection là, lui il a dit, ça ne peut pas marcher, et il a été contraint à l'exil. Aujourd'hui, il est toujours à l'exil. Vous voyez, lorsque ça se passe comme ça, les hommes de Dieu parlent. Et des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui vont aux églises de ces hommes-là, des soi-disant croyants, qui vont aux églises de ces hommes-là, mais qui ne veulent pas écouter la voix du pasteur. La sentence, Dieu l'a déjà prévu. Hein? Non, ce sont des brebis égarées. Dieu a déjà prévu la sentence. Moi, je ne dirais pas pourquoi on dit que c'est moi qui ai dit des choses. Les gens n'ont pas savoir qu'ils ne respectent pas leur pasteur, ils ne respectent pas la parole de ce que nous appelons les représentants de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle à l'église. Et donc, le débat à la CEDEAO, il y avait eu au Parlement déjà la vice-présidente, hein, qui a donné son point de vue. On a trouvé qu'il a été manipulé. Comme des gens sont là, et ils ont la force pour manipuler d'autres. Donc, si des gens posent des actes qui ne leur adressent pas, ils pensent qu'ils ont été manipulés aussi. Je ne sais pas le pouvoir de l'opposition pour aller manipuler une si haute personnalité. Puisque le pouvoir, ils sont là, ils ont l'habitude, corrompre, manipuler, ils pensent que les autres doivent faire autant. Donc, écoutez, ne me dis pas, ne me demandez pas ça. On voit je parle, hein, je parle et je sais qui je suis avant de parler. Donc, je ne peux pas parler. Donc, aujourd'hui, lorsque le débat se pose, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux, il faut que les gens le prennent au sérieux. Mais si les gens veulent passer outre, je crois que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est clair. Lorsque, avec d'autres, on a pris des sanctions, le moment viendra, il faut qu'on prenne des sanctions. Et si on ne le fait pas, ça dit que la population togolaise va prendre finalement ses responsabilités. Et ce qu'ils redoutent, ils sont venus pour vouloir régler cette crise-là, ça risque de se poser. Et vous avez également suivi le débat de la CEDEAO, des déclarations prononcées et d'autres également. Beaucoup ont exigé qu'une résolution soit prise pour le report de ces élections-là. Il y a également des Togolais qui ont dit qu'il faut attendre, parce qu'il y a des pacificateurs, des chefs d'État qui ont décidé qu'il faut attendre d'avoir tous les détails avant de prendre une décision. Est-ce qu'on peut avoir un impact sur la justice? Non, mais il faut dire que la seule instance qui pourrait arrêter le processus, c'est la conférence des chefs d'État. Non, pas attendre le 22. S'ils estiment qu'il y a un jeu, qu'il y a vraiment des préoccupations sérieuses par rapport à la situation politique au Togo, il faut se réunir en réunion extraordinaire. Vous comprenez? Il faut se réunir et apprécier la situation actuelle dans le pays et prendre des décisions. Des décisions peuvent contribuer à aller vers le processus de normalisation dans notre pays. C'est cette instance seulement qui peut arrêter le processus. Et même s'il faut être vraiment rigoureux dans ce qui se passe actuellement, on peut même dire que le gouvernement togolais ne peut même plus se prononcer ni arrêter le processus en cours. Mais ça s'est passé malgré les recommandations de la CEDEAO en Guinée
Guinée-Bissau. Ce sont eux qui ont dit qu'on ne peut pas aller aux élections. Ils l'ont notifié à la CEDEAO qui a accepté. Oui, c'était dans un contexte très précis. Ici, il se passe que le gouvernement togolais a déroulé son plan d'organisation des élections. Et vous avez vu le recensement qui a été organisé. Il y a eu, les gens ont trouvé que c'était insuffisant. Il fallait amener tous les Togolais à aller vers ce recensement et avoir un fichier fiable. Nous avons défendu ça ici. Et heureusement, au retour de Conakry, il a été décidé d'organiser des séances de prorogation exceptionnelles de recensement. Ça a été organisé, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, le gouvernement se dit qu'il y a déjà des investissements qui ont été faits par rapport à l'organisation de ce processus et il ne s'avoue pas incapable d'organiser le scrutin le 20 décembre prochain. Je dis et je précise que c'est ce que nous constatons dans l'attitude du gouvernement. Il a même dit que la situation du gouvernement mettait la situation peut aller au bout. Certaines autorités ont dit cela. Oui, la situation est qu'ils peuvent organiser le scrutin le 20 décembre prochain et qu'il n'y aura pas de problème. Vous comprenez? Et donc, si la CEDEAO entend de ces informations et si ce sont les autorités togolaises qui ne s'avouent pas incapables d'organiser le scrutin, vous comprenez que les conférences des chefs d'État, eux, leur souhait, c'est que leur date de 20 décembre soit respectée. Et donc, si les autorités togolaises peuvent relever ce challenge, je pense que jusque-là, ils ne vont rien dire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, du moment où nous n'avons pas un avis contraire venant de la conférence des chefs d'État et ni même des facilitateurs, on estime que qui ne dit rien. Il faut avancer. Il faut avancer les dépenses. Oui, il faut avancer en piétinant, violant les lois. C'est ça. Mais je voudrais faire une observation. C'est par rapport au respect des textes et lois que le législateur. Je dirais à Ibrahim qu'en matière de respect des textes, les citoyens sont beaucoup plus polis en respectant les lois de la République, contrairement aux autorités qui en sont égales. Parce que lorsque vous avez fait allusion tout à l'heure à l'article 16 évoqué par le ministre, je me demande si le ministre lui-même maîtrise les lois de la République. Parce que l'article 67 dit le contraire de ce qu'il a cité. L'article 67 du Code électoral. Du Code électoral. Et autorise tout parti légalement reconnu par l'État togolais d'exercer son droit. Mais pourquoi il n'a pas cité lui? Mais en matière de respect des textes et des lois, même le chef de l'État a donné un mauvais exemple. Il est dans sa 13e année de gouvernance, il ne s'est jamais présenté devant les élus de la République comme lui fait obligation l'article 74 de la Constitution pour faire l'état de la nation. Il ne l'a jamais fait. Et l'article 145 qui lui fait obligation de... Vous savez. Et donc, parce que vous parlez des autorités togolaises, ça me fait sourire un peu. Non, mais ça me fait rire. Oui, ça me fait ce sont nos autorités. Qui doivent être des exemples dans le respect. Parce qu'ils sont les garants de la loi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais pourquoi À l'état actuel, il n'y a pas ce que nous appelons des constituts de l'État togolais. Ah bon? Mais bien évidemment, il y a un gouvernement qui existe et qui travaille et qui viole les lois. Non, mais je ne vais pas dans ces considérations. Non, ce n'est pas une question de la ce n'est pas une... Ce n'est pas une question. Non, mais ce n'est pas une question de considération. Lorsque quelqu'un jure sur la constitution togolaise de respecter à la lettre cette constitution-là, il est obligé, parce que c'est lui qui est le premier à donner le bon exemple. S'il se met à violer les lois, que feront les citoyens? Ah mais voilà, c'est cela qu'il est question. Il dépense 30 secondes. Alors, quelle suite pour la campagne? Non mais oublions cette campagne. C'est la campagne, c'est l'heure de la campagne. Non, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus parce que, je ne me suis pas fait inscrire, je le dis tout haut et fort, et parce que je ne participe pas à une élection, une pagade, c'est-à-dire une parodie, une mascarade, tout ce que vous voulez quoi, d'élection. Mais je voudrais rebondir sur ce que la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO a dit. Si une telle autorité demande le report des élections, je pèse très bien. Elle est vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Ibrahim, en 30 secondes, quelle est la suite de la campagne?
Bon, à la suite de la campagne, je pense que ceux qui sont inscrits dans la droite ligne de participer à ces élections, ils sont sur le terrain et j'entends déjà de voir qui se positionneraient déjà pour devenir chef de file de l'opposition. C'est une opportunité qui est donnée à ces partis politiques qui, entre-temps, ne représentaient rien sur le terrain, mais avec l'absence des ténors de l'opposition, ça leur ouvre la voie et le boulevard d'aller au Parlement et devenir député et pourquoi pas prendre le titre de chef de file de l'opposition. Mais pour revenir, en tant que Togolais, il faut qu'on le dise, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. Ça, il faut que nous le disons pour le fort. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cette situation qu'on aurait voulu. Mais ça compte pour finir cette émission, vous avez les acteurs qui sont sur le terrain. Oui, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ce désordre-là. Et il faut que le gouvernement fasse preuve d'une ouverture. Parce qu'entre-temps, on a demandé à ce que les détenus politiques soient libérés. Aujourd'hui, on apprend que mercredi, certains de ceux qui sont en détention à Sokoré seront jugés en flagrant délit. Après une détention de plus d'1 année. Ils seront jugés. Et on ne connaît pas leur sort. Et c'est en pleine campagne électorale. Bon, on attend le sort qui sera réservé. On sera de leur côté. Merci beaucoup, Maître Sébastien Bouga, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, PDH. Ibrahim Atta, directeur de la publication de l'hebdomadaire Tanougo, et Ildefonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Notre quatrième invité, Dieudonné Kouroulakina, n'est finalement pas venu. On n'en sait pas plus. L'émission s'achève, elle a été mise en même pas par les secrétaires. Bon week-end sur vous, on se retrouve lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.